Alors, donc, madame, vous avez une question concernant le sujet pour nos intervenantes. Je vous en prie. Oui, je remercie les personnes en face qui nous apportent beaucoup pour ces échanges, mais notamment je rebondis sur ce que avait dit Yasmina Bédard pour l'accueil au commissariat. Bien, alors je trouve ça formidable qu'il y ait des personnes formées, donc, sauf que les personnes qui sont violentées n'atteignent jamais cette personne formée. Elles arrivent au commissariat, elles ont déjà une violence avant d'arriver au commissariat. Elles arrivent devant le commissariat, elles doivent expliquer au ponton qui est devant le commissariat, donc il y a plusieurs filtres, donc déjà elle est en souffrance, c'est une dignité, elle est déjà violentée psychologiquement, sa dignité en prend un fouet, elle revient en deuxième violence, troisième violence, elle répéter encore à la personne de l'accueil la violence pour peut-être s'entendre dire. Bon, j'apprends qu'il y aurait peut-être un référent, je ne sais pas, il faudra qu'Yasmina m'explique le référent, sauf qu'elle repart souvent sans atteindre ce référent, sans avoir un psychologue ou les adresses ou les téléphones qu'il faut. Voilà, c'est toute cette violence qu'elles subissent avant, et ça, quand vous êtes chez vous toute seule ou autre, vous ne savez pas que ce monde-là existe. Donc la première chose que la personne à laquelle pense, c'est police. C'est police, la police est au service du citoyen. D'où l'importance aussi des associations pour expliquer, orienter et... Je vous explique là, on n'est même plus dans l'ordre de l'association, on est dans l'ordre de la personne qui est violentée, qui est chez elle, qui est seule, qui vivait sa vie et tout le reste avec des enfants ou avec les menaces sur l'enfant ou autre. Donc imaginez quand elle arrive en se traînant avec toute sa dignité devant. Non, une femme battue est quelqu'un de quand même digne, voilà, c'est quand même important de dire, une femme battue est quelqu'un de digne, c'est pas une personne faible, mais il faut qu'elle y arrive à ça, parce qu'il y a aussi menace sur l'enfant, il y a tout, même s'il n'y a pas d'enfant. Parce que la jeune Laïla, elle avait 19 ans, elle était enceinte, et c'est un facteur aggraveur, c'est un facteur aggravant. Oui, non mais tu as raison de poser cette question, parce que encore une fois, ça place le fossé entre la théorie et la réalité. Maintenant, oui, c'est une réalité. Il y a un référent violence au commissariat de Saint-Denis. Il y a même une psychologue. Simplement, une femme victime, c'est triste à dire, mais si elle n'est pas briefée avant, voilà, ça va être violence sur violence. Dans l'urgence, c'est vrai, une femme, elle arrive, elle se dit police, je vais demander protection, c'est normal. C'est normal. Et à partir de là, si elle vient comme ça, c'est triste à dire, hein, mais tout son parcours, tout le reste, elle aura l'impression de marcher sur la tête. Voilà. Voilà. Et je ne sais plus, c'est Laurence Rossignol qui disait, là, il y a quelques jours, une femme victime de violence, lorsqu'elle se présente au commissariat, enfin, lorsqu'elle décide de porter plainte, en fait, c'est la loterie. Voilà, c'est la loterie. C'est est-ce qu'elle va tomber sur un bon policier? Est-ce qu'ensuite elle tombera sur un bon magistrat de permanence? Voilà. Est-ce qu'elle va tomber sur un bon juge aux affaires familiales? Voilà, à minima. Voilà, parce qu'une femme victime de violence qui a des enfants, c'est bien souvent le cas, parce qu'en général les féminicides ont lieu majoritairement sur les femmes qui sont enceintes ou avec des enfants. Voilà, donc une femme victime de violence avec des enfants, alors là, elle en prend pour des années. Hein. Donc là, elle devra réexpliquer son récit, souvent avec de la suspicion, voilà, dans ce qu'elle dit, à plusieurs intervenants. Tu as raison, elle va en parler à l'accueil, à la police, devant tout le monde, alors qu'elle a besoin d'intimité. À partir de là, elle n'aura pas forcément le référent violence, voilà, parce que même moi je ne connais pas son nom. Elle aura donc un OPJ qui prendra sa plainte, mais il prendra sa plainte parmi un vol à l'arraché, parmi voilà, un vol de portable, ou que sais-je encore. Ensuite, mais c'est ça qui va se passer, donc ensuite, voilà, il y a toute une violence institutionnelle qui va se mettre en place si elle n'a pas été briefée. Et c'est pour ça que c'est horrible. Moi, je serais d'avis pour qu'il y ait dans chaque commissariat, voilà, un peu comme à la Maison des Femmes, mais c'est pas le cas, puisque la Maison des Femmes, c'est un lieu médicalisé, il faut le rappeler, mais dans chaque commissariat, une association, voilà, ou quelqu'un qui soit là à chaque étape, voilà, au moment de du dépôt de plainte, et voilà, pour tout. Voilà. Et expliquer le après. Voilà, et expliquer le après. Maintenant, aux femmes là, qui nous regardent, en général celles qui ont accès à Internet, parce que ça aussi, c'est pas malheureusement toujours le cas dans les campagnes et à Saint-Denis aussi, celles qui ont accès à Internet, moi je leur conseille maintenant d'utiliser la plateforme des violences sexistes et sexuelles,
en ligne, elles sont sûres de tomber sur des policiers formés qui seront dans l'empathie, à l'écoute et qui leur proposeront un rendez-vous avec le référent violence. Voilà, en leur proposant donc un rendez-vous, tout sera préparé à l'avance, etc. Parce qu'une bonne plainte, ensuite, ça déterminera tout le reste du parcours. Oui, tout à fait. Alors, Clara, est-ce que... Carla, excusez-moi, j'ai du mal. Je suis désolée, j'écorche votre prénom, alors très beau prénom d'ailleurs. Donc Carla, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous dites ça fait il y a 2 ans. Alors moi, c'est il y a 3 ans, j'ai été donc à la plainte. Il est passé en jugement, il a été condamné. Il a été condamné à 6 mois avec sursis, une obligation de soins. Et j'ai été bien conseillée. On m'avait bien dit de bien demander l'éloignement au moment de la plainte. Donc il a été arrêté 2 jours après et j'ai eu cette mesure d'éloignement qui s'est mise en place tout de suite en attendant le jugement. Et j'ai demandé à la mesure d'éloignement, mais qui est très courte finalement, parce qu'il y a une mesure d'éloignement de 18 mois, on met quand même presque 6 mois avant de passer devant le juge. Et après, il y a une mesure d'éloignement de 18 mois, mais 18 mois, ça ne permet pas que la personne décolère. Et donc après, c'est encore un peu... On a peur même après. Et c'est pour ça que le même après, on a peur pendant, on a peur... voilà, on a peur pendant, la menace elle est toujours là. J'ai un fils, donc forcément il continue à voir son père. Au début il ne s'approchait pas de la maison, plus ça va, plus le temps passe, plus il recommence à s'approcher. Et plus la peur monte, et c'est aussi ça, c'est le que faire après cette plainte. Donc on connaît le côté, j'ai été conseillée, avocate, etc. Donc il a été condamné, mais et après et après, on a quand même besoin d'un accompagnement, d'une protection. Et c'est aussi aujourd'hui le pourquoi on est là, pourquoi on parle, parce que c'est pas... Il ne décolère pas s'il n'a pas vraiment ce côté soin, et qui est très important. Et c'est là où c'est... Même aujourd'hui encore, on n'est pas bien. Oui, d'où les femmes ne parlent pas, c'est aussi pour ça. Bien sûr. Parce que... Alors, s'ils n'ont pas le côté soin et s'ils n'ont pas le côté responsabilisation, je pense que d'abord, responsabiliser les personnes violentes, leur faire face à leurs actes, et une fois qu'ils ont pris conscience qu'ils sont responsables des actes qu'ils ont posés, qu'ils arrêtent de dire que c'est la victime qui les a poussés à être violents, là, ils peuvent être accessibles aux soins. Si on part tout de suite sur les soins, en gros, soigner l'enfant maltraité qu'ils ont été, ils risquent de se victimiser encore plus et ça ne va pas faire baisser leur dangerosité, ça ne va pas faire baisser le risque de récidive. Donc voilà, ça c'est vraiment important, responsabilisation puis soins. Mais je pense que ce que vous dites, c'est vraiment très important, c'est que on va vers ça, mais on n'y est pas encore. Il y a la théorie, les grands discours et la réalité. C'est qu'un conjoint qui a été violent envers la mère de son enfant n'est pas un bon père. C'est quelqu'un qui a besoin d'être accompagné dans sa parentalité. Et donc, les droits de garde qu'il a, ils doivent être médiatisés. Ça doit être dans une structure où des professionnels de la parentalité doivent observer son comportement envers l'enfant, votre fils par exemple. Déjà, il n'y a pas de risque que vous vous croisez, il n'a pas à se rapprocher du domicile. Enfin, voilà. Et ça devrait être systématique quand les violences conjugales sont présentes. Légalement, aujourd'hui, il a le droit, vu que cette mesure d'éloignement n'avait qu'un délai. Mais oui. Et ce délai, alors aujourd'hui, je crois que ce qu'il y a de pire pour une femme, c'est de ne pas avoir peur de l'extérieur, de la rue, de tout mais d'avoir peur de l'intérieur, de chez elle. Et ça devrait être un endroit où on est en sécurité, forcément, et que nos enfants le sont. Donc la chance que j'ai, c'est que maintenant mon garçon est grand, il a 15 ans. Donc il peut parler, il peut me dire, il peut s'exprimer, etc. Mais des femmes qui ont des enfants au bas âge, qui sont obligées de leur laisser ces enfants et d'avoir le cœur sur la main, elles restent. Et puis c'est tellement un engrenage, c'est tellement compliqué. Et qu'elles restent pour l'enfant. Et puis finalement, c'est un mauvais choix parce qu'il faut partir pour l'enfant. C'est ça. Pas le problème du mauvais choix, c'est où aller. C'est ça. Où aller.
partir de chez elle, en fait. Voilà. Donc, c'est Où on il n'y a aucun lien, il n'y a aucun lieu. Dirons que les institutions ne donnent aucun moyen pour avoir des lieux d'accueil pour les femmes battues ou autres, ou du tout, ils sont insuffisants de toute façon. Voilà, voire inexistants pour certaines. Même avant ça, c'est vrai ce que vous dites. Quoi. On va aborder la question thématique du logement. Je vous laisse finir et puis après on parlera de la thématique du logement. C'est vrai que rester pour les enfants est une très mauvaise raison. Pourtant, c'est répandu chez les femmes qui n'osent pas partir en disant oui, bon, je ne vais pas le priver de ses enfants, sachant qu'un mauvais conjoint est un mauvais père. Voilà. Et c'est vraiment une très mauvaise raison, surtout lorsque les enfants assistent aux violences, ce qui est souvent le cas. Oui. Mais les femmes, elles ont besoin d'être accompagnées dès la grossesse. Nous, on leur explique, alors sans les culpabiliser parce qu'elles font de leur mieux, mais de leur dire voilà les conséquences sur le cerveau d'un enfant quand il est in utero exposé aux violences conjugales ou après. Il a plus d'hormones de stress et ça peut développer des retards du développement psychomoteur, des retards de langage, etc. Et effectivement, vous disiez tout à l'heure, on assiste à des enfants qui ont une batterie de professionnels de santé autour d'eux, le psychomotricien, l'orthophoniste, parce qu'ils ont plein de retards. Mais à un moment, en fait, quand les violences s'arrêtent, bizarrement, tout va mieux, ils font beaucoup de progrès. Donc voilà, on met un peu des pansements sur une hémorragie. Je voulais juste, avant qu'on passe au logement, dire que quand on n'est pas prête à déposer plainte, ce qui est extrêmement important, c'est de faire des constats médicaux. Ça ne nous engage à rien. Ce constat médical, le professionnel de santé qui le fait, il est obligé de nous le remettre en main propre et de garder un double dans son dossier. Et avec ça, peut-être qu'un jour, ça pourra nous être très, très, très utile parce que les policiers, ils ont besoin d'éléments matériels. Ils font des enquêtes à charge et à décharge. Alors même si, par exemple, Ernestine Renet, qui est responsable de l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes en Seine-Saint-Denis, prône pour la présomption de crédibilité à accorder à toutes les personnes qui déclarent avoir été victimes. Mais voilà, les policiers, ils sont obligés d'avoir des éléments matériels sur lesquels s'appuyer. Donc, je rappelle qu'en Seine-Saint-Denis, il y a une unité médico-judiciaire à l'hôpital Jean Verdier à Bondy qui voit les personnes victimes de violences sur réquisition, donc ont déposé plainte, mais aussi sans réquisition, s'il s'agit de violences sexuelles et ou conjugales. Et donc, voilà, c'est une consultation qui est prise en charge par l'assurance maladie et qui peut tout changer. Moi, j'ai vu des collègues policiers dire « mais c'est génial qu'il y ait 6 mois, elle ait fait faire ce certificat. Maintenant, elle dépose plainte, mais pour nous, ça change tout. Il n'y aurait pas ce certificat. Sa plainte, elle aurait quasiment aucune possibilité d'aboutir. Avec ce certificat, ça change tout. » Donc voilà, rencontrer un juriste, que ce soit du CIDFF ou de SOS Victimes, et rencontrer un médecin, alors médecin donc de médecine légale, si c'est possible, mais même sinon un médecin généraliste, c'est vraiment 2 choses, ça ne nous engage à rien. Derrière, on n'est pas obligé de quitter le domicile, on n'est pas obligé de déposer plainte, on n'est pas obligé d'en parler à ses parents, à ses beaux-parents. Mais voilà, on constitue déjà un faisceau d'éléments et puis de rencontrer un juriste, ça nous permet de prendre nos décisions en connaissance de cause, parce que la violence, c'est aussi beaucoup de désinformation. Quand on est victime, on croit malheureusement tout ce que dit l'agresseur, parce que c'est lui notre seule source d'information, et la plupart du temps, il dit pas du tout la vérité. Donc les femmes, elles sont sûres qu'elles n'ont aucun droit, que si c'est elles qui demandent le divorce, elles perdront forcément la garde, etc. Donc vraiment, voilà, pour les personnes qui sont dans cette situation et qui nous écoutent, je vous encourage, saisissez-vous de ces dispositifs et faites votre chemin à votre rythme. Et effectivement, si vous voulez protéger vos enfants, il faut que vous trouviez de l'aide pour vous organiser, pour mettre le plus vite fin aux violences, parce que c'est ça qui va protéger et sauver vos enfants. Il vaut mieux voir son père en visite médiatisée, quand on a la malchance d'avoir un père violent, que de l'avoir sous son toit. Ce n'est pas criminel de priver un enfant de son père violent. Par contre, c'est criminel ou délictuel de frapper la mère de ses enfants. Même si on ne touche pas un seul cheveu de notre enfant, on va l'exposer à avoir des conséquences sur sa santé psychologique et physique. Donc, il y a risque qu'il devienne agresseur aux victimes à l'âge adulte, mais le premier des risques, c'est là tout de suite quand il est enfant, c'est qu'il se développe mal. Donc, c'est vraiment une violence faite aux enfants, même si on ne leur touche pas un seul cheveu. D'accord. Je vous remercie. C'était très précis. Madame, vous disiez, vous m'avez posé la question, les femmes sont violentes, elles ont porté plainte, mais où est-ce qu'elles vont aller? C'est d'ailleurs tout ce que disent toutes les femmes victimes de violences, elles ont peur de partir de chez elles, mais elles ne savent pas où aller.
Donc dans le cas de Saint-Denis, donc, il y a l'amicale du Nid qui propose un accueil de jour. D'accueil de jour. C'est dommage, nous n'avons pas eu l'officier allégé de l'amicale du Nid qui aurait dû être là normalement. Elle aurait pu nous parler de la pension de famille Rosa Parks qui a été inaugurée le 4 octobre et qui permet accès à des logements qui coûtent vraiment pas du tout cher, à des prix modiques, les personnes victimes de violences, prostitution, etc. Mais je voulais avoir votre avis justement sur cette question de logement. Comment, parce que la question c'est comment agir. Comment on pourrait agir concrètement, que ce soit les militantes de terrain, pour faire remonter toutes ces thématiques sur le logement? Qu'est-ce qu'il faudrait, des moyens évidemment, mais qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place en plus pour, je ne sais pas, inaugurer de nouvelles structures L'association SOS Femmes 93 a un dispositif de mise en sécurité qui peut être activé le soir et le week-end, donc le soir à partir de 18h et le week-end, pour mettre en sécurité les femmes avec leurs enfants qui estiment qu'elles ne peuvent pas rentrer chez elles là ce soir, c'est trop risqué. C'est un dispositif de grande urgence où il y a des travailleuses sociales qui les accompagnent de façon intensive, donc vers un constat médical, vers une consultation juridique, vers éventuellement une plainte. Ce dispositif est très efficace et malheureusement il est souvent saturé, mais pas tout le temps. Il marche aussi, donc c'est important de le dire. Et c'est important donc il est activable via le 115 et via les commissariats de tout le département de la Seine-Saint-Denis. Et c'est important que les professionnels s'en saisissent parce que ça fonctionne parfois. Mais parfois, effectivement, il est saturé parce que les dispositifs de sortie, les structures d'hébergement semi-urgence, voire pérennes, sont elles aussi saturées, donc il n'y a pas de circulation, en fait, il n'y a pas malheureusement cette fluidité. Et cette mise en sécurité, donc c'est SOS Femmes 93, c'est basé à Bondy, c'est dans tout le département. Alors les appartements de mise en sécurité, on ne sait pas où ils sont, parce que c'est vraiment pour des femmes en très grave danger, donc moi-même, je ne sais pas où ils sont. Mais en tout cas, SOS Femmes 93 a un lieu d'accueil et d'orientation qui est ouvert le lundi en fin d'après-midi. Je crois que c'est 17h30, 20h. Le mardi, mercredi, jeudi matin, 10h, 13h. On peut venir à n'importe quel des horaires, enfin pas 10 minutes avant la fin, mais voilà, donc il n'y a pas de début et de fin. On arrive, on repart quand on veut et on est accueilli et on est écouté, conseillé, orienté et on écoute d'autres témoignages de femmes qui sont également victimes de violences conjugales. C'est vraiment dédié aux femmes victimes de violences conjugales là. Et donc via cette identification, on se rend compte que en fait le problème c'est pas juste qu'on n'est pas une bonne femme, qu'on est pénible, c'est pas juste un problème entre notre mari et nous, que c'est un problème de société les violences conjugales et que la société a un problème de ce type-là et donc ça va aider à lever la culpabilité. L'ambivalence, alors je tiens à préciser que l'ambivalence des personnes victimes de violences conjugales ou de violences intrafamiliales, c'est de l'ambivalence post-traumatique, c'est pas elles qui ont fait le choix d'être ambivalentes. Ouais. Est-ce que je l'aime, est-ce que j'ai peur? C'est à cause des violences qu'elles subissent qu'elles ont ces symptômes, donc c'est vraiment des symptômes post-traumatiques, cette ambivalence. Et voilà, donc ça permet de mettre en action, d'avoir des informations très concrètes, juridiques, etc. Donc SOS Femmes, c'est le lieu d'accueil et d'orientation qui est à Bondy et des structures d'hébergement de grande urgence, mais aussi pérennes. Il y a un centre mère-enfant, par exemple. Enfin, voilà, il y a des structures plus pérennes. Mais en tout cas, le dispositif de mise en sécurité, il fonctionne la journée, en semaine. C'est censé être les assistantes sociales de services sociaux de secteur qui existent dans toutes les villes de Seine-Saint-Denis, qui reçoivent en urgence les personnes victimes de violences conjugales qui ne peuvent pas rentrer chez elles le soir. Elles n'ont pas toujours les moyens qu'elles aimeraient, ces travailleuses sociales. Elles ont même peut-être moins de moyens qu'à une époque, parce que les collectivités locales sont toutes un peu en restriction, mais elles font vraiment un boulot extraordinaire. Et donc il y a des familles, des femmes, des enfants qui sont hébergés par le conseil départemental au titre notamment de la protection de l'enfance quand il y a des situations de violence conjugale. Alors c'est pas pour toute la vie, mais c'est pour les extraire de ce grand danger. Donc ces dispositifs, ils existent, ils marchent bien, mais ils sont insaturés et donc effectivement il faut des moyens supplémentaires. Heureusement que les femmes victimes de violences conjugales ont souvent quand même des proches de la famille ou pas de la famille, des amis, pour les mettre en sécurité le temps que la plainte soit traitée, le temps que l'ordonnance de protection soit attribuée, etc. Vous souhaitez réagir, Yasmina Bédard ou Clara? Alors, effectivement, ça existe.
il faut être pragmatique, c'est pas suffisant. Non. Bondy, j'entends, c'est loin. Quand il est 10h du soir, il faut y aller. Des fois, les femmes ne sont pas véhiculées, elles ont les enfants sous les bras. C'est pas facile d'aller voir l'entourage, ses amis, parce qu'on est avec des gens violents, donc forcément ils peuvent venir, ils peuvent isoler. Ils peuvent venir, ils peuvent être violents avec ses proches, donc c'est très compliqué. J'entends que ça existe. Il faut plus en local, il faut informer, parce que tout ça, même moi, j'ai eu du mal à trouver avec qui m'orienter, où aller. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup plus de choses la nuit, et qu'on puisse y aller, dormir, même pas parler ou parler, repartir le lendemain peut-être, parce que quand on a les moyens, on peut aller à l'hôtel pendant une nuit avec notre enfant, mais quand on ne l'a pas, on ne sait pas quoi faire. Donc, et puis d'entendre dire oui, il y a quelque chose qui existe à Bondy, déjà il faut trouver. Alors, Bondy, c'est pas le lieu d'hébergement forcément, mais je suis d'accord. Il faut vraiment qu'il y ait plus. Donc, c'est surtout ça aujourd'hui qu'on essaye vraiment de dire, peu importe avec le nom de l'étiquette de l'association, parce qu'à un moment, une femme reste une femme, une violence reste une violence. C'est de dire, il y a ça qui existe, tu peux appeler telle et telle personne, et si tu as vraiment tel problème, va à tel endroit, peu importe l'heure qu'il est, peu importe comment tu es, peu importe si tu as envie de parler ou pas, parce qu'il y a des femmes, elles n'ont pas envie de parler, elles ont juste envie d'être protégées à ce moment-là, mais pas forcément de dire ce qui s'est passé, parce que c'est compliqué. C'est compliqué, et le lendemain, des fois, elles ont juste envie qu'on s'occupe de leurs enfants et elles de dormir, et le lendemain, elles veulent juste partir parce qu'elles se sont requinquées pendant cette nuit-là. Et donc, effectivement, il n'y en a pas assez, et c'est surtout la nuit où le problème commence. Parce que la journée, souvent, le mari travaille ou pas, mais c'est le soir. Après, il y a tous les problèmes qui sont aux alentours, l'alcool, le soir, etc. Il y a beaucoup plus de problèmes. Et donc, voilà, ça existe, mais aujourd'hui, d'un point de vue... Non, c'est une réalité, c'est très, très compliqué. Et c'est vrai que les logements sont souvent saturés dans cette association. Après, ici, sincèrement, c'est la débrouille, c'est un réseau d'entraide. Je ne vais pas dire la famille, parce que bien souvent, une victime a été isolée, donc a perdu ses amis par l'agresseur, bien sûr, a perdu ses amis, sa famille lui rejette également la faute. Parce qu'elle a le dos large, une victime. Voilà, elle est responsable d'avoir brisé la famille en quelque sorte. Donc, bien souvent, une femme victime est seule avec ses enfants lorsqu'elle part avec eux. Après, ici, je vois, franchement, c'est la débrouille, quoi. C'est-à-dire, on est au courant avec le bouche à oreille. C'est j'en connais un qui a un camion. Une femme a réussi à avoir un logement par le 115, qui est dans le 77. Ses enfants sont scolarisés ici. Enfin, c'est une vie horrible. Franchement, c'est une vie horrible que vivent ces familles. Donc du coup, donc il y a des petites maraudes comme ça. Il y en a, on le sait entre nous, sont des bénévoles qui sont là, qui repèrent les femmes, seules avec enfants. Nous, lorsqu'on entend parler, est-ce que tu peux accompagner, telle femme, elle a eu une place de logement. C'est ça la réalité de terrain. Il y a très peu de logements. Ce qu'il faudrait, bien sûr, sont des logements pérennes. Ça, j'espère qu'on y arrivera. C'est pas le cas. Après, vous parliez de l'amicale du Nid, les nouveaux logements. Je sais qu'ici à Saint-Denis, il y a un accueil de jour. Et en fait, on les voit, les femmes, qui sont rue Fontaine, Et en fait, je sais pas, on s'habitue. Enfin, on s'habitue à la misère humaine, Moi, à chaque fois, je vois tous les jours, je passe par là, tous les jours, je vois des femmes avec leurs enfants. Ils sont là, elles viennent prendre une douche. Et le temps que leurs enfants sont à l'école, et puis c'est devenu naturel, ça s'est banalisé. En général, elles n'ont pas où dormir. Lorsqu'elles trouvent un logement par le 115 pour une nuit, allez, dans le meilleur des cas, on va dire un mois et tout ça, et en fait, parce qu'elles ont honte, elles ne le disent pas, et après on apprend qu'en fait, souvent, elles dorment à l'hôpital de La Fontaine avec leurs enfants.
moi, j'arrive pas à comprendre, quoi. Il y a un vrai problème. Alors, je pense que je peux pas parler à la place de Patricia Léger, mais l'accueil de jour, il y a beaucoup aussi de femmes qui sont vraiment en errance, qui viennent d'arriver en France depuis très peu de temps, qui ont subi des parcours migratoires très lourd, tellement violent que si on l'a pas vécu, je pense qu'on peut pas se représenter de ce qu'elles ont subi. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de femmes qui vivent depuis quelques années en France et qui soient victimes de violences conjugales qui y aillent. Mais en tout cas, nous, c'est plutôt des femmes. Des parcours, voilà. C'est comme ça vraiment qu'on oriente. On oriente plutôt vers l'accueil de jour de SOS Femmes, les femmes victimes de violences conjugales qui sont en France depuis un peu plus longtemps. Mais bien sûr, les femmes qui viennent d'arriver, alors elles ont un risque de subir des violences sexuelles, des pressions de rapports sexuels non consentis contre hébergement. Enfin, elles sont les cibles de tous les prédateurs et de toutes les personnes violentes, bien sûr. Donc elles ont besoin d'aide. Donc je crois qu'il y a un projet d'ouvrir un deuxième accueil de jour par l'Amicale du Nid en Seine-Saint-Denis. Donc ça serait vraiment... je pense que ça va aboutir, donc c'est une très bonne nouvelle. Mais je suis d'accord avec vous de la vigilance, de ne pas s'habituer à la... Alors là, il y a quand même beaucoup de recherches scientifiques sur l'impact de la précarité sur la grossesse. Et donc, il y a quelques crédits qui sont accordés. Donc, par exemple, à l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis, il y a une consultation prénatale qui est dédiée aux femmes en errance, donc qui vivent dehors ou qui ont un logement extrêmement précaire. Et donc, elles peuvent voir une sage-femme sous 2 semaines, à partir du moment où on les oriente, où elles le demandent. Et dans la foulée, une travailleuse sociale. Mais dans le même temps, le SAMU social fait des rapports, des lettres ouvertes, il y a des articles de presse en ce moment-là sur le fait qu'il n'y a jamais eu autant de familles à la rue. Donc voilà. En tout cas, quand on est victime de violences conjugales en Seine-Saint-Denis, qu'on compose le 115, on peut aller dans des logements fléchés, donc notamment SOS Femmes, mais aussi la Main Tendue, aussi l'Amicale du Nid. Voilà. Et du coup, ça fait presque un coupe-fil dédié aux personnes qui sont là en danger à cause des violences conjugales. Donc c'est important de savoir que toutes les demandes ne sont pas traitées de la même façon, ce qui pervertit aussi un peu les choses, parce que la première chose qu'on demande à une femme quand elle appelle le 115, c'est « Êtes-vous enceinte ou avez-vous des enfants ?» Donc si on est une femme seule, sans enfants, je vous dis pas le message qu'on reçoit, quoi. Voilà. Mais en tout cas, pour les protections au niveau des dangers de violence conjugale, il y a ces structures spécialisées qui peuvent prendre en charge. Mais voilà, il en faudrait vraiment plus. C'est pour ça que les premières annonces du Grenelle au niveau national sont pas suffisantes. C'est déjà mieux que rien, mais c'est pas suffisant. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps. Si vous voulez intervenir assez rapidement, mais il ne reste vraiment pas beaucoup de temps. Il me reste 2 minutes. 2 minutes. Alors je vais inviter les intervenantes à juste conclure et si vous voulez alerter les pouvoirs publics sur cette question-là, adresser un message aux femmes victimes de violences qui pourraient nous regarder, je vous invite à le faire. Il reste 2 minutes, donc chacune conclusion à ce débat. Moi, j'aurais envie de dire que les solutions, elles ont été expérimentées dans plusieurs territoires et que là, l'heure est aujourd'hui à l'application, à la mise en place concrète. Et donc, il faut qu'il y ait des moyens qui suivent et que, s'il vous plaît, voyons à long terme. Ça va peut-être coûter un tout petit peu plus cher maintenant pour faire des économies de santé et des économies d'argent dans les années à venir. Les enfants exposés aux violences conjugales sans soins derrière, c'est des bombes à retardement. Pour les futurs citoyens qu'ils vont devenir. Voilà, ayons une vision à long terme pour une fois. D'accord. Clara, Yasmina, vous voulez ? Il faut vraiment voir ça dans une globalité et pas uniquement à un moment, un instant T d'une vie. Il faut voir le avant, pourquoi on en est arrivé là, mais surtout le après. Donner les moyens. Les Grenelles de la violence, c'est bien aussi de parler. Il faut aussi que la ville change, qu'elle nous aide, qu'elle nous écoute, que la police, même si aujourd'hui c'est mieux, c'est pas assez, que les logements c'est mieux, mais c'est pas assez. Donc là, j'ai cette impression que depuis 3 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais que c'est pas assez. Et que les femmes, elles ont vraiment besoin qu'on leur donne plus de moyens et qu'on leur donne qu'il y ait plus de choses qui soient faites. Vous avez donné des informations essentielles, notamment l'hôpital de Bondy.
Je pense que voilà, donc ce serait bien d'apporter des petites informations aussi comme ça aux femmes qui nous écoutent. Il y a aussi une permanence d'avocat, il faut le dire, à Bobigny. Une femme peut demander une ordonnance de protection. Il y a des permanents, je crois que c'est les lundis. Tous les jours par SOS Ouais, Victime. Tous les jours de la semaine, à partir de 13h, au tribunal de grande instance, SOS Victime 93 peut aider à faire une demande d'ordonnance de protection en urgence. Ouais. D'accord, Ouais. d'accord. Ah oui, non, moi je pensais que c'était plus le matin. Ah oui, d'accord. Non, Si SOS Victime, oui. Mais les avocats, ça doit être plutôt peut-être le matin, oui. Ouais, oui, voilà, donc des avocates. Ouais. Voilà, plusieurs fois par semaine. Et puis sinon, ça a été dit et redit dans les plans de com, ça n'est pas une fatalité, quoi. On peut s'en sortir. Ben oui, D'accord. la preuve. Ouais. Merci beaucoup Mathilde Delépine, Yasmina Bédard, Clara Costa. Carla. Carla Costa. Oh, j'ai appuyé sur les cerveaux. Décidément, c'est moi. Pour avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir écoutés. Au revoir. Merci beaucoup.